Gamecult vous présente son Point News, l'actu jeu vidéo analysé par la rédaction. Ce Point News est un extrait audio de Gamecult de l'émission qui, elle, est dispo en vidéo pour nos abonnés sur gamecult.com. On y parle également des dernières sorties, de nos jeux du moment et de bien d'autres sujets passionnants, toujours liés aux jeux vidéo. Décryptage, infos, coup de cœur, coup de gueule, la rédaction de Gamecult vous présente son Point News. Que s'est-il passé de beau dans le magnifique univers du jeu vidéo ? C'est Luma qui assure cette semaine le Flash News. Petit jingle, attention le bon bouton. Allez, on va commencer encore une fois par plein de reports à 2022, puisque 2022 sera vraiment une année chargée pour le coup. Effectivement, j'espère que vous aimez les devinettes, parce que mon premier est Metal Hellsinger, un FPS de rythme signé par le studio suédois The Outsider, prévu pour PC et PS5 Series. Mon second est T-Media, l'action RPG de Team 17, qui lui flirte plutôt avec le genre du Souls-like. Et mon troisième est Martha is Dead, ça c'est une aventure narrative façon un peu thriller dans lequel on revit les souvenirs d'une petite fille dont la sœur Martha est morte noyée. Et ma devinette, mon tout est que tout ceci est repoussé à 2022, comme tu l'as dit, du coup en ruinant ma blague, pour des questions d'un dernier coup de polish bien évidemment, sachant que Martha is Dead était quand même assez ambitieux parce que lui quand même il a fixé une date au 24 février 2022, ce qui correspond donc à la veille de la sortie d'Elden Ring. Ils sont très courageux. Ouais. Bon, on l'aura compris, 2021 a été reporté en 2022, ça c'est une constante de cette année, on en reviendra d'ailleurs peut-être lors du bilan sur la next-gen. On poursuit avec quelques chiffres, notamment du côté de Forza Horizon 5. Ah, plein de chiffres, là j'espère que vous aimez les chiffres parce qu'il y en a des millions et des millions de joueurs pour Forza Horizon 5 qui revendique donc la barre des 10 millions de joueurs franchis depuis son lancement le 9 novembre dernier. C'est quand même énorme, on s'en doutait un petit peu vu qu'ils affichaient déjà 1 million de joueurs pour l'accès premium, c'était 5 jours en avance il me semble avant sa sortie. Il s'agit tout simplement du plus gros lancement de l'histoire des exclusivités Xbox et bien entendu Microsoft remercie son Game Pass. A voir si Halo Infinite ne fera pas encore mieux, on sera fixé assez prochainement. Tekken 7 lui aussi cumule les millions. Effectivement, bon, lui, il lui a pas fallu 15 jours, il lui a fallu 4 ans depuis sa sortie en 2017, mais Tekken 7 a franchi effectivement la barre des 8 millions, et pour l'occasion, ils se font plaisir. Ils s'offrent une petite édition définitive du jeu de base avec toutes ses extensions, les Season Pass, il y en a 4 au total qui sont sortis. Tout ceci sera donc dans un tarif compris à 109 € pour la version PC et 119 pour la version console. Oui. Mais voilà, quand on aime Tekken, on ne compte pas, visiblement. Non, en effet, ce ne sont pas Pipo et Gotos qui vont dire le contraire. Plugin digital, on va parler cette fois-ci d'un éditeur français avec des chiffres qui donnent là encore le tournis. Effectivement, là on va plutôt jouer à qui veut gagner des millions, et ceux qui ont gagné ces plugins digital, ils viennent en fait de faire une nouvelle levée de fonds. Ils en avaient fait une il y a 2 ans, c'était leur première, elle leur avait rapporté 2 millions. Là cette fois-ci, ils ont du coup trouvé un nouvel investisseur avec la société de capital Bridgepoint pour un total de 70 millions d'euros. C'est énorme, on voit que vraiment qu'ils passent à la vitesse supérieure. Bridgepoint qui devient d'ailleurs leur nouvel actionnaire majoritaire. Pour quelle raison ? Eh bien, Francis Ingrand, le PDG de Plugin, explique que ceci va permettre d'étoffer les équipes, de réaliser des acquisitions de studios, donc il va falloir suivre ça, et de monter en gamme avec de futurs titres orientés AA. Ouais, Francis Ingrand, donc du coup, qui a placé cette année The Forgotten City, notamment au Astria Ascending, pour ceux qui auraient un peu de mal à replacer Plugin sur la carte. Square Enix, de son côté également, a fait le point sur quelques ventes de jeux. Effectivement, un petit moment anniversaire et du coup petit partage de chiffres du côté de Square. Anniversaire parce que dans quelques jours on va fêter les 5 ans de FF15 qui péniblement au bout de 5 ans mais quand même aura réussi à atteindre le joli chiffre des 10 millions de copies écoulées. C'est beaucoup 10 millions, surtout qu'en fait ça place FF15 à la seconde place des épisodes les plus écoulés de la série des FF, juste derrière bien sûr FF7, et en 3e position on retrouve FF8. On pense encore à Gotos. Ouais, on va déboucher le champomis pour lui, effectivement. Par contre, petite déception sur un autre titre de la gamme Square Enix. Effectivement, oui, on s'en doutait puisqu'on n'avait pas vraiment vu apparaître dans les tops. C'était Nioh The World Ends With You, la suite de juste The World Ends With You, qui lui, a été légèrement boudé par les joueurs.
Effectivement, là pour le coup, il n'y a pas de chiffres, mais voilà, Square Enix s'était exprimé publiquement en faisant part de sa déception. D'ailleurs, on va rester du côté de Square Enix avec du gameplay pour un personnage qui était promis de longue date. J'ai cru que tu allais dire qu'on allait rester du côté des déceptions parce qu'il risque d'y en avoir des déçus avec l'arrivée, du coup, c'était prévu, de Spider-Man dans l'équipe des Avengers, de Marvel's Avengers. Il arrive le 30 novembre, mais contrairement à son homologue Black Panther qui avait son contenu narratif pour la guerre du Wakanda, Spider-Man n'aura pas de contenu narratif. Il arrive avec ses animations un peu claquées puisque le pauvre, il n'arrive pas vraiment à s'accrocher aux arbres puisque le level design n'était pas prévu pour un personnage aussi aérien que Spider-Man. Décidément, la saga continue pour Marvel's Avengers. C'est toujours un immense plaisir pour le jeu multijoueur de Square qui là en plus va souffrir de la comparaison avec le Spider-Man d'Insomniac. C'est ce que j'allais dire, c'est terrible. J'avoue que la comparaison fait extrêmement mal. Excellente pub pour le film Spider-Man qui sort dans 15 jours, vraiment un plaisir. Semaine de révélation également du côté de chez Platinum Games. Voilà, on en apprend plus sur l'annulation de Scalebound. Effectivement, je vais vous rediriger vers la news de Jarod si le sujet vous intéresse en profondeur, mais quelques citations de la part de Hideki Kamiya de Platinum Games qui est revenu à nouveau sur le projet Scalebound qui était prévu avec Xbox Game Studios annulé en 2017. Ils expliquent tout simplement qu'il n'était pas assez expérimenté parce qu'il travaillait sur un environnement sur lequel ils n'étaient pas habitués, notamment le moteur Unreal, et qu'il n'avait pas le savoir-faire pour construire un jeu basé sur des fonctionnalités multijoueurs. Petit rappel, le cofondateur Atsushi Inaba de Platinum avait déclaré que la propriété intellectuelle de Scalebound appartenait à Microsoft et que si l'opportunité se présentait, donc si la balle arrivait dans leur camp de la part de Microsoft, il adorerait y revenir. Mais voilà, Scalebound, malheureusement, c'était pas le bon moment, c'était un trop gros défi pour Platinum. Et on vous invite à suivre les chroniques d'Hideki Kamiya qui sont produites notamment par les gens qui sont derrière la chaîne Archipel. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le côté un petit peu, tu vois, très très gris, très prononcé. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est un petit peu le même gimmick de réalisation. Après Fall... Non, on va parler de Fall Guys, effectivement. Aucune transition. Il n'avait pas de transition, le pauvre. Ça arrive, on a fait au moins 300 depuis le début. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, on va dire que tu as chuté sur cette transition de Fall Guys, qui continue sa course, qui continue son rythme de croisière de mise à jour de contenu depuis sa sortie en été 2020. Sauf que, surprise, sa 6e saison qui va être lancée le 30 novembre, eh bien, à partir de cette 6e saison, il sera obligatoire de posséder un compte Epic Game Store pour pouvoir accéder au jeu. On le rappelle, le studio Mediatonic a été racheté par Epic en début d'année, et donc pour avoir accès aux 5 nouvelles épreuves, aux nouveaux costumes et aux nouveaux événements qui seront disponibles dans Fall Guys, il va falloir obligatoirement posséder un compte Epic. C'est le moment où l'on reparle des activités de Microids qui n'en finit plus d'annoncer des projets. Et oui, moi je l'ai écrit, nouveau projet pour le tentaculaire éditeur Microids qui là s'associe cette fois-ci avec le studio Pasta Games pour développer, on va retrouver Arkanoid dans un jeu qui s'appelle ici Arkanoid Eternal Battle. Pour l'instant on a zéro info sur ce jeu puisqu'on a vu que ce teaser, mais ça devrait sortir courant 2022 sur PC, affaire à suivre. Imagine un Battle Royale sur le casse-brique, t'imagines Incroyable. Imagine quand même. Eternal Battle, ça va être du en ligne peut-être. On ne sait pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le Steam Deck sous le sapin cette année, mais néanmoins, Capcom a publié une petite vidéo pour teaser les gens. Et oui, si jamais vous l'attendez, il va falloir attendre l'année prochaine, ça on le savait, mais là, ce qu'on a pu avoir, c'est une démonstration de la console Steam Deck, du coup, de Valve, qui a préféré de montrer avec un jeu qu'on a peut-être oublié, mais je sais que Pipo aime énormément, c'est Devil May Cry 5, un jeu qui forcément, à l'écran, sur une console portable, est un petit peu impressionnant, avec ses gros monstres, avec ses effets de particules. Je rappelle qu'on peut jouer en plus plusieurs personnages différents, dont j'ai mangé son, mais il y avait celui qui dansait son oiseau. Virgil, Nero et Vi. C'est Vi, exactement. Un jeu un peu impressionnant sur une console portable qui en plus a eu une petite promotion sur Steam, forcément, pour pouvoir un peu plus attirer les joueurs. Petit rappel néanmoins, pour le Steam Deck, tous les jeux ne seront pas disponibles au lancement du Steam Deck. Il y aura un système d'icônes qui permettra de s'y retrouver, savoir ce qui est lançable et ce qui n'est pas lançable nativement sur cette console portable. Et enfin, pas de semaine, pas de flash news sans le départ de certains responsables haut placés.
Oui, il a de sacrés départs et il y en a un d'ailleurs qui va que moyennement vous surprendre. On parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, non la semaine dernière je crois, de Battlefield 2042. Là, on a appris le départ de, j'espère pas mal prononcer son nom, Fawzi Mesmar. Il était directeur de conception sur Battlefield 2042. Il a déclaré que son départ de chez DICE était prévu de longue date, mais que ce soit vrai ou pas, on n'est pas là pour le dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça tombe au plus mal pour Battlefield 2042 qui va vraiment encore avoir besoin de correctifs puisque le patch Day One qui est arrivé n'avait pas vraiment corrigé tous les problèmes de spawn, des problèmes pour pouvoir régénérer ses alliés, bref, tout ce qu'a décrit Nodus pendant son test et ce passage sur ce plateau. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'apparemment les conditions de travail étaient compliquées chez DICE et le DICE actuel ne serait que l'ombre de ce que c'était il y a quelques années. Il y a plein de témoignages qui arrivent sur internet depuis quelques jours. Donc voilà, une fin d'année compliquée pour ce Battlefield. Également du côté de chez BioWare, voilà, avec un autre départ. Effectivement, là, le jeu, il est encore en cours de développement, mais ça sent pas bon, puisqu'on a appris, oui, le départ de Matthew Goldman chez BioWare, qui lui était directeur créatif, et surtout, c'était un vétéran de chez BioWare. Ça faisait plus de 20 ans qu'il y était. Il avait commencé en tant que graphiste, artiste, en 98 sur Baldur's Gate 2. Il était passé, du coup, directeur créatif. C'était lui qui était en charge, du coup, de ce projet Dragon Age 4. Gary McKay, le directeur de BioWare, se veut rassurant. Il dit: notre engagement pour réaliser un jeu Dragon Age de haute qualité n'a pas faibli. Nous ne livrerons pas un jeu qui ne soit pas à la hauteur des standards de BioWare. Ça sent pas bon quand même. Ouais, ça sent le projet qui va être difficile à mener, mais voilà, gageons que. Comme on dit dans Gamecult l'émission. Merci Luma pour ce flash news. On va poursuivre avec le traditionnel désormais éclairage de la rédaction et je vais m'adresser à Virgile. C'est avec toi que l'on va commencer puisque tu voulais parler baston. Encore une fois, c'est bien normal, tu es un grand amateur de bourre-pif. Oui, alors je savais pas que ça allait tomber sur moi. Oui, en fait, c'est pas véritablement un éclairage, c'est plus une opinion que je partage avec vous. C'est, on a appris donc la date de sortie du prochain personnage de Street Fighter V, qui, je le rappelle, s'appelle Luke. Luke, donc c'est un personnage qui a, comment dire, ému un petit peu la communauté des amateurs de baston et de Street Fighter V en particulier, de par son design somme toute assez générique et peu inspiré, dirons-nous. Et bien voilà, il arrivera donc le 29 novembre. Et surtout, l'information qui est intéressante dans la communication de Capcom à son sujet, c'est que Capcom a glissé déjà quelques petits teasings à propos de Street Fighter 6. Alors, l'éditeur parle plus précisément du prochain projet Street Fighter, donc on se doute bien qu'il s'agit du 6e volet, auquel figurera donc, au casting duquel figurera donc Luke. Donc c'est plus ou moins le premier personnage de Street Fighter 6 annoncé. Alors voilà, moi ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, c'est que Luke, de tout le casting de Street Fighter 5, à mon sens, et je suis pas le seul à le dire, est probablement le personnage le plus générique et le moins inspiré qui soit. Le fait de déjà l'annoncer comme étant un personnage du casting de Street Fighter 6, moi ça me fait craindre qu'il pourrait en être d'une certaine manière aussi, on va dire, la figure de proue. Et ça, je trouve ça plutôt inquiétant d'un point de vue visuel, parce qu'on sent que l'inspiration a un peu quitté Capcom sur ce 5e épisode, qui compte quand même, je le rappelle, 45 personnages désormais, soit plus que Ultra Street Fighter 4 qui en comptait 44. Après, il y a quand même quelques petites raisons d'espérer, dans la mesure où on a vu le gameplay un peu plus détaillé de Luke, et que il y a quelques petits partis pris qui peuvent être intéressants, notamment l'utilisation de son V-Trigger. Alors, les fans comprendront de quoi je parle. Quand il lance son V-Trigger, sa V-Gauge, donc la jauge associée, se transforme en timer. Et le plus intéressant, c'est que ce timer, il est possible d'en accroître la durée en se montrant plus offensif. Donc si c'est une direction vers laquelle tend à s'orienter Capcom, ça peut être déjà un bon signe pour Street Fighter 6. En tout cas, c'est quelque chose d'assez nouveau, entre guillemets, dans Street Fighter 5. Donc faut espérer que on retrouve ceci par la suite dans Street 6. Street 6, donc Capcom d'ailleurs, nous a dit en toute fin de vidéo de présentation qu'il nous donnerait prochainement des nouvelles au sujet du jeu. On le rappelle, Street Fighter 5 arrive à la toute fin, on va dire, du suivi de Capcom. L'éditeur prévoit quand même une version ultimate, entre guillemets, on va dire, avec tout le contenu qui est sorti, qui sera proposé en mars 2022. Et logiquement, on devrait en prendre plus sur le prochain épisode de la saga dans le courant de l'année prochaine. Ouais, décidément 2022 va être jalonné d'annonces et de gros moments à suivre pour Gamecult et sa rédaction.
Mon cher Perfide Albion, Oui. oui, vous n'avez pas trop parlé depuis le début. Bah non, ça Je change un peu. déplore et c'est pour ça que je vous lance la balle. Oui. Eh ben, écoutez, moi je vais vous parler non pas d'une annonce, mais d'une véritable usine à vannes, puisque là vont s'engouffrer toi et ton cortège. Tout. On peut dire que t'es un fanboy, voilà. De triste voilà. aussi, ouais. Non, mais on va comprendre. Donc, Kojima Productions Ah oui, tiens. a annoncé cette semaine l'ouverture, roulement de tambour, d'une filiale à Los Angeles qui sera dédiée à l'adaptation de ses licences, notamment au cinéma, Ils vont dans faire des films et des séries télé. Ils vont faire un film d'un film, c'est ça que tu me dis? Voilà, ça y est, ça commence. Réalisé par Kojima aussi. L'idée officielle, c'est donc de se donner les moyens de gérer les futures exploitations de ces œuvres en film et en série, je le disais. Ce sera mené par Riley Russell, qui est un ancien cadre de Sony, chez qui il a passé quand même près de 27 ans dans le domaine du légal. Voilà, c'est ce que nous apprend Games Industry. Ses propos, c'est... il nous dit qu'ils vont essayer de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux dans les domaines de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi que du secteur plus familier des jeux. Alors, est-ce qu'il va aussi être question de porter des licences de jeux dans d'autres jeux, des spin-offs, des choses comme ça, chez d'autres studios. En tout cas, l'accent est vraiment mis sur le côté ciné et télé. Il est essentiel de trouver de nouvelles façons de divertir, d'impliquer et d'offrir de la valeur à nos fans dans un monde de narration en constante évolution. Déjà ça, on dirait un pitch de Kojima. Voilà, que dire d'autre ? À part que... Qui va réaliser les bandes annonces? C'est ça la question. Voilà, évidemment. Que dire d'autre à part qu'en effet, ça va être un gigantesque... Moi, je sais qui va réaliser Guillermo del Toro. Ah bah oui, voilà. Ah bah, très probablement. On va faire travailler les copains. Voilà. Avec Mads Mikkelsen. Voilà. Et Léa Seydoux. Voilà, je m'arrête là. Voilà, et encore, il y a pas I'm not Gotos, that fragile. il y a pas Gotos qui serait capable de me dire que MGS4 c'est cool, il y a plus qu'à cutter et à le mettre sur un DVD, voilà. Ouais, bah, tant qu'on n'a pas un quart d'heure d'entracte à chaque fois, voilà. on est pas mal, quoi. Bref. Faites ce que vous voulez de cette info, eux l'ont déjà fait, mais en tout cas ça devrait, qui sait, on aura peut-être une série de Stranding d'ici quelques années. Puis comme ça, il concrétisera enfin son vieux rêve. Et finalement. c'est vrai que évidemment c'est pour être un petit peu plus sérieux, c'est probablement l'aboutissement de la passion de Kojima pour le cinéma Pour le 7e art. qu'on connaît. Ouais. Voilà. Alors, on a hâte d'y être déjà. Merci en tout cas. Et on était toujours très sérieux. Hein. Tu dis qu'on Bien rigole, sûr, toujours. Très Toujours. sérieux. Avant de redonner la Professionnel. parole à Luma, moi je voulais juste évoquer le Xbox Museum qui a ouvert tout récemment. Ah ouais, Voilà. t'y allais même. J'y suis allé, je me suis baladé, j'ai vu que l'un de mes jeux les plus joués c'était Street Fighter 4, donc ça remonte un petit peu. J'ai baladé mon petit avatar comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Microsoft publie régulièrement des anecdotes autour des 20 ans de la première Xbox et plus généralement le 20 ans d'histoire de Xbox, notamment cette fameuse lettre de 1999 qui a précédé sa tentative de rachat. Voilà, alors évidemment on ne la voit pas dans l'intégralité, il n'y a pas les termes du contrat, voilà, c'est juste une espèce de préambule comme ça sur lequel on a mis, Microsoft tente d'acquérir Nintendo. Et voilà, l'anecdote est célèbre, hein, c'est vrai qu'au moment de la première Xbox, les exécutifs de Microsoft conduits par Steve Ballmer, s'étaient rendus à Kyoto dans l'espoir éventuellement de racheter Nintendo pour produire des jeux directement, en faire La vraiment... naïveté. La naïveté, voilà. Il y a d'autres. La candeur. D'autres sont passés, comme Squaresoft et Electronic Arts ont été également considérés, puisque Microsoft était déjà une entreprise, un mastodonte, avec suffisamment d'argent pour éventuellement racheter ces entreprises. Et l'anecdote qui en est ressortie, qui a été évoquée déjà il y a quelques années, c'est que, ils avaient passé, je vais vraiment dire les termes, Steve Ballmer nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s'ils envisageaient une acquisition, ils ont juste explosé de rire. C'est ça. XPTDR, imaginez quelqu'un qui se moque de vous pendant une heure entière, c'est un peu comme ça que la rencontre s'est déroulée. Voilà, je pense qu'effectivement quand Genyo Takeda, Shigeru Miyamoto, Hiroshi Yamauchi étaient assis autour de la table, ça a dû effectivement rire sous cap, avec évidemment le respect et la déférence que les... Toute japonaise. Voilà, bien entendu. Enfin, c'est pas ce qu'ils ont l'air de dire quand même, ils ont l'air de dire qu'ils se sont marrés comme des baleines, hein, mais... Ouais, j'ai l'impression exactement. qu'ils n'ont pas réussi trop à cacher Sous leur, cap, le ridicule. D'autant que chez Microsoft, de leur point de vue, la Xbox était suffisamment avancée technologiquement au point de considérer que leur matériel soit naze comparé au PlayStation et à leurs projets en interne. Et voilà, donc cette anecdote célèbre
a été corroboré par un véritable document officiel qui a été partagé à l'ensemble de la communauté. On sait ce qu'il en est advenu, on sait le géant qui est devenu Xbox depuis. Voilà, je trouvais ça, j'aime bien quand les langues se délient, quand les espèces d'anecdotes sont appuyées par de véritables documents, et je trouve bien cet effort de transparence que fait actuellement Xbox via son site. Luma, on va parler d'un autre jeu, d'un autre succès cette fois-ci. Ben, on va rester au Japon en plus, mais moi je vais parler d'un succès avec aussi une sorte d'opinion. Je vais faire un peu comme Virgile. On a appris cette semaine, on en a parlé même dans l'émission la semaine dernière, on a appris les chiffres de vente pour la première semaine des remakes de Pokémon Diamant, donc Diamant étincelant et Perle scintillante, qui sur Switch en boîte au Japon se sont écoulés à 1 395 000 exemplaires, ce qui est en fait mieux que les épisodes inédits, qui étaient donc la 8e génération de Pokémon épée et bouclier sorti en 2019, qui s'était écoulé en une semaine à 1 364 000, donc 30 000 exemplaires de moins. Comment ça peut s'expliquer cet écart ? Eh bien, Jarod nous apprend que c'est certainement grâce à un énorme parc de Switch qui est maintenant installé, parce que l'année dernière est sorti Animal Crossing, qui reste le plus gros lancement de la Switch, 1 800 000, ça c'est indétrônable, mais il y a maintenant plus de Switch que de PS2 au Japon, il y en a 22 millions, toutes gammes Switch confondues, ce qui est forcément favorable pour l'arrivée d'un nouveau Pokémon. On l'a dit la semaine dernière, toujours placé en novembre, juste avant Noël en plus. Voilà, c'est toujours un placement intelligent et malin de la part de la Pokémon Company, mais moi l'opinion que j'ai, c'est quand même, on en a discuté avec Lou, je sais que toi tu y joues en plus et je te vois souffler mais devant... qui sont ces fous qui achètent Pokémon sans lire les tests? Je ne sais pas. Je te vois souffler lorsque tu es en train de jouer. Alors toi, tu as pris Diamant étincelant. Juste avant que tu te lances, est-ce qu'on sait si les Pokémon Perle et Diamant de base c'était bien vendu au Japon en particulier ou pas du tout? Oui, bien sûr. Comme tous les autres, un peu dans la lignée sans... C'est les épisodes DS, donc ça avait cartonné. Parce que de la DS, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, l'opinion, c'est que, voilà, on l'a dit, c'est une excellente stratégie de la part de la Pokémon Company, mais je trouve que c'est extrêmement révélateur de leur stratégie que je voudrais qualifier de fainéante. Je pense que le mot est plutôt approprié, puisque on est depuis quelques années quand même. Ça a commencé il y a un moment, puisque Rouge Feu Vert Feuille était sorti à peine 5 ans après les premières générations, donc ça date pas d'hier. Mais cette stratégie de remake à tout va, là en plus non pas développée par Game Freak mais par Ilka pour ses diamants et perles, des remakes à tout va, mais surtout des remakes très peu innovants. C'est ce que nous dit Lou dans son test. Il n'y a aucune différence quasiment entre les versions DS de l'époque et ces nouvelles versions Switch, et ça se vend à tire-larigot, ça se vend par palette. Ouais. Donc pourquoi la Pokémon Company chercherait-elle, Pokémon Company et Nintendo, je mets un slash pour les deux, pourquoi ils chercheraient à faire plus quand on voit que ça se vend comme des petits pains? Je trouvais déjà épée bouclier un peu chiche quand on nous a vendu le premier Pokémon sur console de salon avec des mondes, une sorte de monde ouvert et tout ça, et ça c'est quand même révélé comme une sorte de pétard mouillé. Patience, quand on est la Pokémon Company, je comprends qu'on fasse si peu quand ça se vend si bien, mais moi je trouve ça triste parce que j'aime Pokémon et franchement je te vois jouer à ce Diamant Perle et je connais pas la 4e génération, j'ai même pas envie de m'y mettre. Un jour on va se rendre compte qu'il y a eu plus de changements dans FIFA tout au long de la série que dans Pokémon et ça va bégayer, je te le dis. Moi je m'en fous, vu qu'on me toise sur Dragon Quest à chaque fois, j'ai juste le contre-exemple, ça me sert de contre-exemple, c'est fabuleux, je dis attends. Pokémon, tu vas quand même pas me dire que ça a innové, tu vois. Et comme ça, je suis tranquille. Mais t'achètes quand même, voilà. J'achète parce que j'aime bien. Tentacool, tu restes tentacool. Voilà, exactement. Je viens de le capturer juste avant l'émission, tu vois, c'est important. Ici même. Oui, avant de travailler. La news la plus commentée de la semaine, c'est un peu la même que celle de la semaine précédente. Voilà, ce sont les démêlés liés à l'affaire Bobby Kotick et aux réactions des différents constructeurs. On avait eu Microsoft et Sony. Nintendo est venu se rajouter également à ce triumvirat. Ouais, ça reste 3 réactions assez similaires. Les 3 ont fait des mails, les 3 directeurs, on va dire, les 3 boss de la branche. Donc là, c'était Jim Ryan pour Sony, c'était évidemment Phil Spencer pour Xbox. Là, c'est Doug Bowser pour Nintendo. Même façon de procéder avec un mail interne envoyé aux équipes. Même façon d'ailleurs de confirmer par la suite le fait que ces mails sont authentiques, puisqu'ils sont d'abord
étaient diffusés dans la presse, puis chaque firme a confirmé que c'était bien le cas, qu'ils étaient tout à fait authentiques, et à chaque fois le même contenu ou de manière assez similaire, des inquiétudes vis-à-vis de ce qui se passe chez Activision, leur volonté à chacun de se rattacher à des valeurs d'inclusivité, à leur attachement, d'exprimer leur attachement à un environnement de travail accueillant au possible. Et alors pour certains, donc pour Sony, il y avait carrément eu coup de fil, pour dire qu'est-ce que vous comptez faire et c'est quoi la suite des idées. Du côté de Microsoft, c'était resté de simples déclarations dans la presse, notamment après le mail, et dans le cas de Nintendo, il y a eu visiblement un début d'action auprès de l'ESA. Donc cet organisme, l'équivalent de notre CEL français, mais voilà, l'alliance des éditeurs, le syndicat des éditeurs américains, qui organise évidemment le 3 habituellement, pour bouger, pour entamer des actions auprès de ses membres et pour dire on ne devrait peut-être pas accepter que nos membres puissent laisser passer des choses comme ça. À voir ce que ça va donner dans le temps, mais en tout cas les 3 gros constructeurs se sont prononcés. À noter que Nintendo est probablement le moins gros partenaire d'Activision Blizzard, mais quand Nintendo dit quelque chose dans le monde du jeu vidéo, ça pèse toujours un petit peu quand même. Merci pour cette synthèse, mon cher Florian. L'immanquable de la semaine, c'est le rachat d'Harmonix par Epic Games. Voilà, Epic Games qui continue d'agréger, de se renforcer. Harmonix, c'est évidemment le studio qui était à l'origine de Rock Band, mais également de Guitar Hero, Dance Central, Fuser, Amplitude. Enfin voilà, ce sont des spécialistes de jeux musicaux. D'ailleurs, on vous invite à lire l'article que lui consacrait Benjamin Benoît dans votre espace abonné, où il revenait un petit peu sur les heures de gloire et les années un petit peu plus difficiles, les années de disette du studio. Disette, il n'y aura plus, puisque voilà, Epic Games est arrivé les poches pleines pour racheter Harmonix. Alors évidemment, le communiqué insiste sur le fait que les jeux actuels ne seront pas affectés par cette décision. Voilà, les DLC de Rock Band 4 sont toujours prévus pour ceux qui continuent de jouer à Rock Band 4. Les événements de Fuser, la simulation de DJ qu'on vous avait présenté l'an dernier, eux aussi sont toujours en cours pour les semaines à venir. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même d'essayer d'unifier ce savoir-faire sur les jeux musicaux avec le développement des activités sur Fortnite, notamment tout ce qui concerne les concerts virtuels qui ont eu lieu entre Travis Scott, Ariana Grande et sans doute d'autres qui vont rejoindre très prochainement cet espace virtuel. Peut-être de permettre aux joueurs d'interagir directement avec la musique, directement depuis le jeu Fortnite. C'est un petit peu l'idée vers cela que cette stratégie d'acquisition tend. D'ailleurs, du côté d'Harmonix, on appuie un peu plus visiblement sur cette implication dans Fortnite que sur le reste. Visiblement, ça va quand même être leur tâche principale. Leur principal cheval de bataille, effectivement. Voilà, leur expertise se situe sur le créneau du jeu musical, et Epic Games compte bien l'exploiter. Là aussi, j'imagine que ça doit être effectivement très rémunérateur sous ces partenariats musicaux, ou en tout cas, ça met sans arrêt le spotlight sur les activités in-game de Fortnite. En espérant qu'ils puissent quand même continuer à développer des jeux, puisqu'il me semble que le Fuser était quand même assez chouette. Je crois que c'est Nodus qu'on avait fait de test. Ce serait dommage qu'il soit quand même que cantonné à quelques événements. Alors c'est énormissime en termes de poids Fortnite. C'est très très important pour Epic. Ils vont peut-être beaucoup s'amuser chez Harmonix à faire ce genre de choses, mais ce serait dommage que le studio se cantonne que à faire ça. Ouais. Si c'est la garantie de la survie et de ce savoir-faire, puisque ce sont quand même des experts en matière de jeux musicaux et même de jeux de danse. Voilà, ce qu'il en soit ainsi. Gageons que. Là encore, voilà pour le tour de l'actualité de cette semaine. Condensé une petite demi-heure, chapeau à tout le monde. Vraiment, on y arrive à chaque fois, c'est bien. Tu vois, les petites résolutions de début d'année sont tenues. Voilà, c'est bien. Et on poursuit le fil de cette émission avec le jeu de cette semaine. C'est Luma qui va nous parler de Jurassic World Evolution 2 juste après cette petite bande-annonce. Vous en voulez plus ? Direction gamecult.com. Avec l'abonnement premium, vous avez accès à Gamecult l'émission chaque semaine, en audio et en vidéo, et à tout un tas d'autres émissions, podcasts, tests, rubriques et articles de fond. Tout ça à partir de 2,50€ par mois. Venez essayer. À la semaine prochaine.